Juan José Dorado, comment est-ce qu'on regarde de chez vous ce dossier Doliprane qui enflamme les passions en France aujourd'hui? Oui, c'est vrai que ça nous interpelle quand même. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique en Espagne, elle existe, puisqu'on a beaucoup d'usines de production, je crois autour de pratiquement un peu moins des 200 usines de production, sauf que ce n'est pas des usines qui appartiennent à des groupes pharmaceutiques espagnols. Il y a par exemple, du côté de Gérone, une usine de production qui appartient à Sanofi. Donc, on en produit beaucoup de médicaments, on en exporte beaucoup, mais ils ne sont pas à nous. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on regarde la France avec un regard assez particulier parce qu'on se dit, en fait, cette histoire des Doliprane, ça pourrait nous arriver si demain des investisseurs étrangers propriétaires des gros groupes pharmaceutiques décident de commencer à fermer des usines de production en Espagne. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que l'industrie pharmaceutique en Espagne, aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 milliards par an. Donc, c'est quand même, il y a un chiffre d'affaires important. Rien que Sanofi, je regardais, c'est quand même 1500 personnes qui travaillent pour Sanofi en Espagne. Donc, le problème, c'est que nos groupes pharmaceutiques n'ont pas l'importance des groupes français. Mais on a une industrie qui continue à marcher, mais on regarde très attentivement ce qui se passe en France, parce que les malheurs de voir de l'industrie partir ailleurs, l'Espagne, effectivement, pourrait être pour nous un grand problème dans l'avenir. C'est très particulier parce que là, on parle du secteur pharmaceutique, mais il n'y a pas que le secteur pharmaceutique. Là, quand on parle, par exemple, du secteur automobile, on voit l'Espagne qui a, je crois, 17 ou 18 usines de production qui fabriquent et qui exportent énormément, mais pareil, ce ne sont pas nos voitures. Ce ne sont pas nos investisseurs qui sont en Espagne. Quand on parle de la transition écologique, là, il y a un rapport de McKinsey qui est sorti, qui dit l'Espagne, c'est bien d'avoir l'envie politique d'avancer dans la transition écologique, mais au niveau de l'industrialisation dont vous avez besoin pour avancer dans la transition écologique, vous êtes encore loin des standards qu'il faudrait appliquer. Donc, effectivement, ce qui se passe du côté, le regard national, parfois est aussi très loin du regard européen. Et je fais une dernière référence, par exemple, à la fabrication des panneaux solaires qui ont été donc essentiellement externalisés du côté de la Chine et que maintenant on essaye de le ramener en Europe. Juan José. Alors le cas espagnol, c'est pas le même que le cas portugais, puisque nous avons des grosses sociétés effectivement qui ces dernières années sont parties s'installer aux Pays-Bas pour pas payer ces impôts au niveau international, au niveau Lesquels sont partis d'Espagne. La plus grosse structure ferroviaire espagnole est partie aux Pays-Bas. Donc, elle s'est installée aux Pays-Bas. Donc, après, par rapport aux déclarations que j'ai écoutées à l'instant, pour les Espagnols, vous savez, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a instauré, il y a 2 ans à peu près, une taxe sur les super profits, on appelle ça, qui techniquement ne va pas aller au-delà de l'année prochaine, mais qui pour l'instant est toujours en place et qui effectivement a eu quand même de la résonance au niveau de la société, parce que là, on s'est dit, ben voilà, c'est les grosses entreprises qui ont profité de la crise du Covid, qui vont quand même payer justement sur les bénéfices en plus qui sont faits par rapport à d'autres années. Donc pour les Espagnols, c'est une mesure logique et disons normale. Il n'y a pas eu trop de contournements comme on l'a vu en France par exemple. Parce que non, pas trop de contournements. Après, c'est une mesure aussi qui est électorale, qui est destinée justement à l'électorat de gauche. Vous savez que le gouvernement espagnol est un gouvernement en minorité, donc il faut tenir quand même ses électeurs, et on a besoin de ça. Donc effectivement, ce sont des mesures qui sont peut-être populaires au niveau de la population de façon générale, mais effectivement qui ont quand même un coût économique sur la vie économique du pays. Depuis quelques semaines, depuis que l'Espagne emprunte moins cher que la France sur 10 ans, tout le monde se plaît à dire que l'Espagne est the new big thing, que l'Espagne est le nouveau moteur de la croissance européenne. Effectivement, je regardais les chiffres, vous allez faire 2,8% de croissance cette année. Est-ce que l'Espagne est à ce point en train de réaliser cette remontada que tout le monde semble... Elle est en train de remonter par rapport à l'économie européenne, ce qui est logique puisqu'on était très loin derrière. Donc on va plus vite que les autres. Non mais on fait des gorges chaudes de l'Espagne en ce moment, vous voyez. Mais après, quand vous regardez le déficit public, vous dites bon, on a eu 3 points en moins que la France, c'est pas mal. La croissance va être supérieure à la France, c'est pas mal. Mais j'invite toujours à regarder d'autres chiffres auxquels on fait plus attention apparemment. Quand vous regardez les chiffres du chômage, le pays qui a le plus fort taux de chômage en Europe, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne.
pratiquement le double que la France. Quand vous parlez des moins des 25 ans, le plus fort taux de chômage en Europe, c'est l'Espagne. Pratiquement 24% des gens de moins de 25 ans sont au chômage en Espagne. Donc vous voyez, il y a des chiffres auxquels on ne fait plus attention, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes en train de faire que nos jeunes ne trouvent pas de boulot. Ok, mais vous faites comment demain alors, avec ces jeunes? Quel est l'avenir de ces jeunes-là? Parce que 23%, 24% de chômage pour les moins de 25 ans, c'est quand même un chiffre important. On regarde trop les chiffres à la surface. Et on regarde après, une dernière chiffre, on regarde les chiffres de la pauvreté, le seuil de pauvreté. L'Espagne, il est inférieur en pourcentage à la France, parce qu'on est autour de 9-10%, mais quand vous avez quand même 10% de la population sur le seuil de pauvreté, là, vous pouvez vous poser des questions sur la réalité de ces chiffres macroéconomiques qui montrent une Espagne flamboyante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, mais surtout l'Espagne et le Portugal, à cause de la crise financière de 2008 et puis celle de 2011-2012, ont commencé beaucoup plus tôt les mesures d'austérité ou de rigueur. Vous les appelez comme vous voulez. Et donc, Anna disait, voilà, on avait fait la réforme de retraite. Mais la réforme de retraite a été faite en Espagne. Chez nous aussi. À partir de 2014, et sur 16 ans. On l'a pas fait. Oui. Il y a un an et sur 3 mois pour que rentre tout de suite en application. Donc, les pays du Sud, les fameux PIG, à un moment donné, ont fait des efforts qui payent maintenant. Et on voit là la différence par rapport à des pays comme la France. C'est cette petite musique qui monte, on le disait effectivement, selon laquelle il faudrait en France faire ce qu'on fait, ce qu'on a appelé, comme vous dites, de manière assez inélégante, les PIX finalement. C'est ça l'idée aujourd'hui. Oui, alors c'est un acronyme de banque d'affaires. Voilà, qui est assez inopportun. Voilà, c'est l'Irlande. C'est que le Financial Times a complaisamment popularisé. Alors, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que l'Espagne et le Portugal ont bénéficié justement parce que leur situation était difficile. Oui. De ce bouclier tarifaire pour l'électricité, ce décrochage. Qui était un avantage. Ça répondait aussi à quelque chose de très particulier, c'est que la péninsule ibérique est très mal interconnectée avec l'Europe. C'est une réalité. Donc pour les Français, ça paraît un peu bizarre, mais non. Pour nous, on avait vraiment besoin de ce bouclier. Mais quand vous êtes un pays et vous êtes obligé de créer, par exemple, comme en Espagne, un panier des produits des premières nécessités et réduire la TVA à 0, vous les faites pourquoi? Mais parce que vous avez une partie de cette population qui est confrontée pas à la macroéconomie mais à l'économie de tous les jours, qui peut tomber sur la pauvreté, qui a énormément de problèmes. Et ça ce sont des mesures qui sont toujours appliquées, notamment en Espagne, pour les produits, par exemple. Anna, pour conclure là-dessus, effectivement, est-ce que cette jurisprudence Mélodie fait des émules dans vos pays respectifs auprès des partis populistes relayés par les partis je ne sais même pas à combien se situent électoralement parlant les partis populistes d'extrême droite dans vos pays respectifs, l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, l'extrême droite représente au Parlement 12%, la moitié de ce qu'elle représente, par exemple, en France. Oui. Et lors des dernières élections législatives en Espagne, que c'était donc en juillet 2023, l'extrême droite a baissé par rapport aux élections d'avant. Donc pour vous dire qu'on parle beaucoup de l'extrême droite en Espagne, mais en fait c'est le seul pays européen où elle descend. On est très loin de l'Italie, on est très loin de la France, des Pays-Bas, de la Suède ou de l'Allemagne encore. Donc en Espagne, le président espagnol s'est clairement positionné contre la mesure qui a été annoncée de externaliser la gestion justement des arrivants. Le problème c'est que on a ouvert la porte il y a quelques années avec des mesures plus ou moins semblables. On l'a fait avec la Turquie, vous avez fait effectivement référence à cette histoire du Royaume-Uni avec le Rwanda, l'Albanie, l'Ouganda. Mais l'Espagne aussi a établi des accords particuliers pour renvoyer les ressortissants qui rentrent du côté du Maroc. Des accords pour que ça soit le Maroc. Donc en fait, le discours politique auprès de sa population, son électorat, c'est très bien, on est contre ça. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le ministre de l'Intérieur français va se réunir avec les ministres de l'Intérieur de l'Hongrie ou des Pays-Bas. Donc les mots du président sont peut-être forts, mais la réalité des choses, ce sont des réunions, effectivement, auxquelles participent les différents ministres des différents pays. La politique de main forte de Meloni, c'est bien, puisqu'elle a réduit les 60% d'arrivée des migrants du côté de l'Italie, sauf que les 60%, c'est en plus arrivé en Espagne. Donc en fait, voilà, depuis janvier, plus de 60% d'immigrés en plus. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas allés en Italie sont allés en Espagne, ils ne sont pas restés chez eux.
Ils sont allés en Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne, les îles Canaries, depuis janvier jusqu'à fin de septembre, a reçu 44 000 migrants. 44 000 d'Espagne a demandé justement à que le pacte sur l'immigration soit appliqué dès l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite appliquer notamment la règle qui permet de distribuer dans les différents pays européens les migrants. L'Espagne est submergée depuis quelques mois, depuis l'année donnée, à cause, entre autres choses, de la politique justement de Mme Meloni. Chacun, comment est-ce que chez vous on regarde ce soutien à l'Ukraine 2 ans et demi après le début de l'invasion russe sur le sol ukrainien? 30 secondes, désolé. En pleine période électorale, le regard des États-Unis envers les États-Unis est un peu compliqué. Je pense que les Espagnols regardent plutôt vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Italie, voire vers l'Hongrie qui est contre ce soutien à l'Ukraine, mais surtout pas vers les États-Unis qui ont montré qu'ils n'ont pas pour l'instant les moyens justement de faire gagner la guerre. On verra ce qu'il en sera.